Le tout recherche va finir par imploser car une bulle économique s'est formée. Cette phrase, cette formule, est un extrait d'une interview donnée à l'AEF par le professeur Thomas Durand, relative à la recherche académique dans les business schools. Thomas Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez été président de l'Association internationale de management stratégique. Vous avez été président de la Société française de management, association académique, ces deux associations dans lesquelles vous avez exercé et vous continuez à être extrêmement impliqué. Cela vous donne un rayon, une vision de l'ensemble du système français et bien au-delà du système français, du système européen, voire mondial de la recherche, pour ne pas dire clairement mondial. Vous avez publié dans le British Journal of Management, vous avez publié une étude initialement réalisée avec Stéphanie Dameron et ensuite publiée en français puis en anglais sur l'avenir des business schools. Vous avez proposé des scénarios d'évolution de ces business schools. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous connaissez votre sujet. Et donc, vous nous formulez ce diagnostic, une bulle économique s'est formée. On est obligé d'arriver à ce constat, pas de gaieté de cœur. Il faut regarder les choses comme elles sont. L'évolution du monde des business schools a été spectaculaire depuis plusieurs décennies. Pour une bonne chose pour partie, c'est-à-dire qu'au fond, les business schools se sont transformés pour répondre à la demande. Demande aussi bien sur l'évolution dans les pays développés vers les programmes de formation de gestion et de management, parce qu'au fond, des élèves ont déserté, des étudiants ont déserté, d'autres champs qui débouchaient moins sur l'emploi, et les familles, comme ces candidats, ont compris qu'un diplôme de management ouvrait les portes de l'emploi probablement plus facilement que d'autres diplômes. Dans le même temps, on a eu une demande qui a explosé littéralement venant des pays émergents, où là encore, de nombreux étudiants sont candidats à venir étudier en Occident, en France, en Europe, aux États-Unis. On en voit des Indiens, des Chinois, évidemment. Donc, vraiment, une activité, je pourrais presque parler de business des business schools, ce qui est un peu choquant quand on regarde les choses avec un angle universitaire et académique, parce qu'on n'est pas là pour faire du business, sauf que la pression concurrentielle, la demande des marchés a amené des règles du jeu et l'irruption du marché, des logiques de marché dans ce secteur. Et cette irruption s'est effectivement accompagnée de phénomènes assez surprenants, avec une inflation salariale parce qu'on cherche des stars, puisque le tout recherche était essentiellement dédié à l'idée de monter dans des classements internationaux, les fameux rankings, et que cette logique des classements a amené les patrons des business schools du monde. Quand je parle de business school en France, je parle de les écoles de commerce, les écoles de management, les IAE, les facultés de gestion dans les universités, mais aussi d'une certaine façon une partie des écoles d'ingénieurs qui forment des ingénieurs et des managers à la fois. Au CNAM, nous formons nous aussi beaucoup en management. On a plusieurs milliers d'étudiants sur tout le territoire français. Le CNAM est plutôt connu pour être une école d'ingénieurs du cours du soir, mais on a aussi des formations. Le CNAM est pris dans la logique de bulle économique que vous décrivez. Nous avons réussi à y échapper, parce que nous veillons à essayer d'être dans un entre-deux de pertinence. Et vous sentez que la pression est forte quand même? Terrible, parce que les instances d'évaluation nous poussent involontairement vers cette logique de l'évaluation par les publications dans un nombre limité de revues dites étoilées, celles qui sont perçues comme étant supposées être les meilleures. Et puis il s'est passé un phénomène historique, c'est que ces revues sont plutôt d'obédience anglo-saxonne, nord-américaine. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont sortis grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, que les multinationales nord-américaines sont devenues l'alpha et l'oméga du management, et légitimement à l'époque, que les business schools nord-américaines, très légitimement, en ont profité pour s'établir comme la Mecque du management. Et à partir de là, les revues ont été plutôt entre les mains de nos collègues nord-américains. Et aujourd'hui, ce qui est considéré comme les meilleures revues, là où il faut avoir publié, sont plutôt ce type de revues qui ont pris un virage pour une autre raison. C'est lié à deux rapports qui sont sortis en 1959 aux États-Unis, condamnant la recherche anecdotique, au fond des cas à partir desquels des chercheurs extrapolaient des théories qu'on ne pouvait pas généraliser. Et on est rentré dans un modèle de recherche qui est celui de
au fond, l'échantillonnage statistique, la sophistication de l'outillage statistique. Vous dites dans votre interview, la recherche est devenue la caricature d'elle-même. Absolument. Et c'est dommage. Attention, il y a de bons travaux qui sont ainsi publiés, mais tout n'est pas du même niveau, loin s'en faut. Et tout le problème est qu'on a embarqué la totalité de nos chercheurs en Europe à suivre, avec des règles du jeu importées d'Amérique du Nord, à suivre un virage qui s'est pris aux États-Unis, où on cherche en gros, dans les sciences sociales que sont le management, une partie des sciences sociales, à singer les sciences dures. Pour partie, c'est pertinent de faire des travaux de ce type, hypothético-déductifs, et pour partie, on aimerait revenir à des études cliniques en profondeur, dans l'épaisseur des organisations. Mon prénom, c'est Thomas, pour aller toucher ce qui se passe, comprendre, décrire, parce que c'est là que ça se passe. Et aujourd'hui, on est un peu loin du compte. Absolument. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'établissements où un prof qui publie un bouquin verra son bouquin ignoré dans l'évaluation de sa production, de sa contribution au rayonnement de son établissement. Voire même, et pourrait être quelqu'un qui n'aurait pas compris l'évolution du sens des règles du jeu et continue à faire des bouquins alors qu'il faut faire des papiers. Et qui serait à côté du sujet. C'est grave, parce qu'on est en train quand même de parler de former des talents, des jeunes et des moins jeunes, de transmettre, d'enseigner, et ce n'est pas seulement de devoir publier dans des revues très typées, parce qu'étoilées, et là on touche les limites. Et l'inflation, dont je parlais tout à l'heure, elle est liée à l'idée que les établissements vont chercher ceux qu'ils considèrent comme des stars dans la publication et pas nécessairement dans la salle de classe. Alors, quelques conséquences quand même potentielles, maintenant que ce diagnostic est on a bien saisi. Un Ponzi, de Ponzi Business School, un Ponzi enseignement supérieur mondial dans le domaine du business. Le mot est fort, mais... Bulle économique, le terme est choisi. Oui, donc une bulle, ça finit par imploser. En tout cas, le risque est majeur. Il y a un risque majeur d'investissement échoué en France dans toutes les business schools ces 10 dernières années. Des chercheurs qui ont misé sur la course à l'international, la fuite en avant, etc., au détriment, par exemple, de la langue française, ont peut-être fait une erreur stratégique majeure si la bulle implose. Le modèle n'est pas encore mort, la bulle n'a pas encore implosé, mais si elle implose, ça va devoir conduire à des révisions déchirantes, ça c'est sûr. Écoutez, je vais vous donner un exemple d'un élément qui pose problème. Au-delà de l'exemple que j'avais sur les ouvrages, écrire un manuel, un essai serait considéré comme sans intérêt, ce qui est vraiment une insulte à l'esprit humain. Mais un autre exemple, quand on recrute des jeunes qui viennent de finir leur doctorat, souvent venant de l'étranger, très bien, on a un brassage des talents entre les continents, parfait, et qu'on va les recruter essentiellement parce qu'ils vont être capables de publier, parce qu'ils ont dans leur pipeline des travaux qui vont pouvoir être étoilés. Et donc, généralement publiés de manière collective, oui, par ailleurs. Et ils vont donc pouvoir faire rayonner le nom de l'établissement. Donc on va les payer pour qu'ils viennent et qu'ils publient sous le nom de l'établissement. Très bien. Simplement, ils sont souvent beaucoup plus sophistiqués dans leur outillage statistique, dans l'utilisation de leur méthodologie très, très fine, très sophistiquée, qu'ils ne le sont sur une variété de sujets dans la salle de classe. Face à des tout jeunes, ça peut passer. Face à des cadres expérimentés qui viennent d'entreprises et qui ont été attirés par la réputation d'un établissement qui rayonne par ses travaux de recherche, par les étoiles qui sont affichées dans les classements. Les mêmes vont parfois avoir un peu du mal à tenir la rampe. Et c'est déjà le cas. Donc qu'est-ce que font les établissements ? Ils vont recruter des praticiens, des consultants, des gens extérieurs donc, en fait, vous savez à la vacation. Et donc, ces établissements ont attiré des clientèles vers eux pour leur proposer des formations et dans la pratique, mettre dans la salle de classe des gens qui ne sont pas du sérail. Il y a comme un petit relent de tromperie sur la marchandise. Ça durera probablement pas aussi longtemps que les impôts. Il faudra bien à un moment donné que ça évolue. Alors, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Une dernière question quand même. Vous avez évoqué la mondialisation de la recherche et le rôle qu'a joué l'anglais, la langue anglaise dans ces processus. On imagine très bien la difficulté de publier en anglais quand la langue maternelle est le français. Qui contrôle les évaluateurs ? C'est-à-dire qui contrôle les agences d'accréditation qui vont délivrer les accréditations aux écoles ? Qui contrôle les experts ou les évaluateurs et les boards des grandes revues qui sont les mieux étoilées ? Que se passe-t-il là ? Parce que pour qu'il y ait bulle économique, il faut qu'il y ait agence de notation. On l'a vu avec les subprimes, par exemple.
Il y a une réalité complexe d'acteurs aux origines différentes. Les rankings qui paraissent dans la presse, ce sont des journalistes qui, fort légitimement, ont perçu un créneau. Il y a un besoin, mais le besoin, il est légitime. On vient répondre à l'incertitude des parents et à leurs angoisses. Les parents chinois qui veulent envoyer leur fils ou leur fille, souvent unique maintenant, en Occident pour se former au management, bah, ils ne savent pas trop où les envoyer. Le pays, ça sera plutôt un coup de cœur, et puis l'institution dans le pays, bah, on ne sait pas. Donc il y a une attente d'avoir quelque chose, un outil comme des classements. Qui gère ça? Bah, les journalistes qui ont imaginé ça. Della Bradshaw avec le Financial Times a fait un excellent boulot, sauf qu'elle a pris les critères qu'elle a pris. Et les critères qu'elle a pris biaisent complètement le jeu parce que se sont imposés comme un élément des règles du jeu dans le secteur, dans notre cuisine de ce champ des business schools. C'est quand même un peu surprenant. Les instances d'accréditation ne sont pas les pires, au sens de ce qu'elles sont relativement flexibles, parce que, d'une certaine façon, les experts qui viennent évaluer les institutions ou les programmes sont des collègues. Et ils sont confrontés au même type de questionnement. Sauf que, comme les règles du jeu se sont imposées à tous, tout le monde est amené à les utiliser, y compris eux-mêmes. Donc il y a du jeu, un peu de jeu dans le système, mais pas tant que ça. Off the record, cher Thomas, j'ai pu entendre parfois qu'il y avait des relents de raquettes dans le domaine de l'accréditation. En tout cas, que ça pouvait être vécu comme ça. Mais il y a une pression quand même. Les acteurs ne sont pas neutres. Les journalistes veulent vendre leurs papiers ou leurs émissions. Ouais. Les instances d'accréditation vendent, et c'est un vrai coût pour les institutions, vendent leur accréditation, mais c'est aussi quand même une démarche qualité. Donc il y a du bon aussi avec ça. Donc je serai moins critique pour ce qui les concerne. Les instances d'évaluation nationale, il y a des gens qui tiennent les comités qui vont décider de quelles sont les bonnes revues, les moins bonnes revues. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est de ne plus lire les papiers. Vous m'entendez bien? C'est de laisser les revues avoir des reviewers anonymes qui font le travail en aveugle, gratuitement. On ne sait même pas qui le fait, seuls les éditeurs de ces revues le savent. Et Jean-Philippe, vous êtes bien placé parce qu'avec RFG, vous faites ça. Et en anonyme et en sous-traitant, on obtient une évaluation, le papier passe, et on ne va pas relire le papier quand on veut, par exemple, évaluer la performance d'un de nos professeurs dans un établissement. On va regarder le nombre d'étoiles associées à la revue, et donc puisque la revue a pris le papier, on associe le nombre d'étoiles de la revue au papier, et donc on devient des compteurs d'étoiles. C'est la course aux étoiles. Mais ça devient ridicule. Quand même, la moindre des choses serait de lire les productions de nos collègues dans un établissement, quand on veut évaluer leur trajectoire, leur production, leur performance. Thomas Durand, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Pour conclure, puisque vous avez évoqué la Revue française de gestion, elle a pu avoir parfois effectivement des mésaventures avec des experts nationaux qui lui reprochaient d'être insuffisamment scientifique, donc peut-être d'insuffisamment participer à cette bulle économique. Thomas Durand, merci de votre venue et d'avoir accepté cette invitation. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup.